l'élaboration de l'avant-projet du Code électoral. Avec pour mission de livrer sa copie en 2 semaines, cette commission était composée de 29 membres, parmi lesquels des personnels de l'administration civile reconnus pour leur expertise en matière électorale, des magistrats, des professeurs de droit public, des personnalités issues du CTRI, du clergé et de la société civile. Le travail de cette commission s'est trouvé particulièrement enrichi par les contributions orales ou écrites de plusieurs acteurs politiques et d'experts sur les questions électorales. Les expériences tirées du droit comparé ont tout aussi conforté les options retenues et proposées dans le rapport de la Commission. Cette démarche aura permis à la Commission de présenter au gouvernement un avant-projet intégrant plusieurs innovations majeures susceptibles de répondre plus adéquatement aux préoccupations des Gabonaises et des Gabonais en matière électorale. Conforme aux recommandations du dialogue national inclusif et aligné sur les dispositions pertinentes de la Constitution, un projet de code électoral a été adopté par le Conseil des ministres avant d'être présenté au Parlement, convoqué en session extraordinaire du 10 au 20 janvier 2025. À la faveur des différentes discussions tenues au sein de leurs commissions ad hoc respectives, ainsi que des auditions des personnalités de divers horizons pouvant apporter un éclairage particulier sur le projet, les 2 chambres du Parlement ont adopté une version finale à l'issue des travaux de la commission mixte paritaire, laquelle s'est attelée à examiner les versions initiales adoptées en termes non identiques. Les appréciations portées sur le texte par le président de l'Assemblée nationale et par la présidente du Sénat lors des cérémonies de clôture de la session extraordinaire témoignent de manière indéniable des avancées majeures obtenues. Une dernière étape, celle de la Cour constitutionnelle, a été rendue nécessaire avant la promulgation par le chef de l'État de la loi 001/2025 du 19 janvier 2025 portant code électoral en République gabonaise. Ce rappel était important. Il permettait de situer le contexte et les différentes phases entre l'élaboration et la promulgation de cette loi. Commission nationale d'élaboration de l'avant-projet du code électoral, Conseil d'État, Conseil des ministres, Parlement et Cour constitutionnelle, avec pour chacune de ces étapes la possibilité d'amender la version proposée par le gouvernement. Mesdames et messieurs de la presse, quelles sont donc ces innovations apportées par le code électoral et que pouvons-nous de manière pratique en retenir? Je vais évoquer quelques points, mais je vous invite à prendre le temps de bien parcourir ce texte, de bien appréhender ses dispositions permanentes et pertinentes et d'en faire des relais fidèles à travers vos canaux de communication. Sur la forme, il y a d'abord le caractère unifié de sa présentation à l'effet de simplifier son appropriation. Nous fonctionnions avec l'ancien code électoral dans un paysage éclaté entre divers textes législatifs et réglementaires qui étaient le produit de plusieurs vagues d'amendements. Le résultat pouvait donner l'impression d'une insécurité juridique ou tout au moins de son instabilité. Ici, nous avons un texte unique qui comprend à travers 4 livres l'essentiel de ce qui constitue un code électoral, à savoir un livre dédié aux dispositions communes, un livre dédié aux dispositions spécifiques, élection du président de la République, des députés, des sénateurs, des membres des conseils locaux, des membres des bureaux des conseils locaux, opérations référendaires. Un livre dédié aux dispositions pénales et aux contentieux, et un dernier dédié aux dispositions transitoires, diverses et finales. Sur le fond ensuite, il y a la présentation des organes chargés des élections. Le ministère de l'Intérieur et la Sécurité, qui a la compétence exclusive de la préparation, de l'organisation et de l'administration des élections et du référendum
article 12. La Commission nationale d'organisation et de coordination des élections et du référendum, qui est l'outil opérationnel du ministère pour coordonner les différentes phases de préparation, d'organisation et d'administration des opérations de vote. Il est mis en place avant chaque élection, article 15. L'autorité de contrôle des élections et du référendum, qui est une autorité administrative autonome non permanente. Elle a pour rôle de veiller à la bonne organisation matérielle des opérations électorales et référendaires et de proposer les correctifs nécessaires à tout dysfonctionnement constaté. Cette autorité de contrôle s'assure du respect de la loi électorale, notamment la régularité et la sincérité des scrutins, en garantissant aux électeurs ainsi qu'aux candidats en présence le libre exercice de leurs droits, articles 30 et 31. Il y a de même la représentation des Gabonais de l'étranger, avec la création de 2 sièges de députés, ceci afin de permettre à nos compatriotes de prendre une part encore plus active à la marche de notre pays, article 216. L'affichage de procès-verbaux des opérations électorales une fois que les résultats sont annoncés publiquement à la fin du scrutin. Cet affichage se fera désormais dans chaque bureau de vote et dans chaque commission de centralisation des résultats. District, arrondissement, commune, département, province, poste consulaire. Articles 155 à 157. L'inscription automatique sur la liste électorale. Elle est désormais automatique pour tout citoyen âgé de 18 ans, majorité électorale, et recensée dans le cadre de l'enrôlement pour le numéro d'identification personnelle NIP. Ceci afin de croiser les 2 fichiers et d'avoir des données plus conformes à la réalité. Article 48. L'exigence d'un lien avec la circonscription électorale. Conformément aux dispositions de l'article 59, sont inscrits sur la liste électorale d'une circonscription électorale les citoyens gabonais remplissant plusieurs conditions parmi lesquelles le fait d'être né dans la circonscription électorale ou avoir un domicile ou une résidence notoirement connue depuis 12 mois dans la circonscription électorale ou y possédant des intérêts économiques notoirement connus ou des intérêts familiaux régulièrement entretenus. Ceci afin de lutter un tant soit peu contre le phénomène dit des bœufs votants que tous nous décrions dans notre pays ou auquel nous avons pu avoir recours lors de consultations électorales passées. La prorogation de 8 jours au maximum pour l'enrôlement. Elle était de 3 jours dans l'ancien code, ceci afin de prendre en compte les situations d'inscription de dernière minute observées chez certains de nos compatriotes, article 48. Le quota de candidature. La loi fixe désormais à 30% de femmes et à 20% de jeunes le quota de candidature par tout parti politique, légalement reconnu, ou groupement de partis politiques, ou liste de candidats indépendants aux élections de députés et des membres des conseils et bureaux locaux, ceci pour être cohérent avec l'article 6 de la Constitution qui parle de l'égal accès aux mandats électoraux, et nous le retrouvons dans l'article 83 du Code électoral. Le plafonnement des dépenses de campagne. La fixation par la loi du plafonnement des dépenses de campagne électorale avec la double obligation de présenter un compte prévisionnel de campagne précisant les ressources et dépenses projetées et un compte d'exécution pour celles qui ont été réalisées, articles 108 et 109. L'observation des opérations électorales et référendaires. La présence des observateurs est tolérée dans les bureaux de vote avec limitation de temps, article 126. Le vote des détenus. La loi prévoit désormais la possibilité pour les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires et jouissant encore de leur droit de vote de prendre part au scrutin, article 114. La candidature du ministre de l'Intérieur, avec l'interdiction qui lui est faite de se porter candidat à une élection politique dont il a la charge de l'organisation, article 76. Le régime de procuration, avec des conditions plus souples en ce qui concerne le rattachement du mandat et du mandataire. Du mandant et du mandataire. L'exigence est désormais qu'ils soient tous les deux inscrits sur la liste électorale et résider dans la même commune ou le même département et non plus dans le même centre de vote comme dans l'ancien code électoral, article 147.
les incompatibilités, la possibilité pour les magistrats, les agents des forces de défense et de sécurité, les comptables publics principaux de se porter à l'élection du président de la République, au renouvellement des 2 chambres du Parlement post-transition et au renouvellement des conseils locaux et bureaux des conseils locaux post-transition. L'opération a commencé. Elle se fait d'abord dans les antennes DGDI et dans les commissariats. Donc c'est de manière progressive. Il est vrai parfois peut-être de la foule, c'est normal, qui est beaucoup de personnes sur le site de la DGDI, mais pour le moment, nous ne pouvons pas envisager d'autres lieux d'enrôlement et d'établissement de la carte nationale d'identité que la DGDI. À terme, nous devons pouvoir le faire dans tous les commissariats, mais bien évidemment, ça nécessite un coût, ça nécessite des ajustements, des infrastructures, nous y sommes. Je le disais, nous avons commencé dans les provinces, nous avons quasiment commencé dans l'ensemble des provinces, et vous êtes obligé soit d'aller à la DGDI, soit vraiment de patienter. Qu'à cela ne tienne, avec votre carte d'électeur, vous pourrez avoir accès au bureau de vote et accomplir votre geste citoyen. Les mécanismes pour sanctionner, ce sont les mécanismes qui sont prévus par la loi. Les sanctions sont non seulement pécuniaires, mais également pénales. L'objectif qui est le nôtre, encore une fois, c'est d'avoir un processus qui soit le plus transparent possible. L'insertion dans le code électoral de l'affichage des PV, bureau de vote par bureau de vote. Je me permets encore de le dire. Affichage des procès-verbaux, bureau de vote par bureau de vote. Tous les interlocuteurs, tous les partenaires internationaux, même nationaux, s'accordent à dire que c'est une avancée majeure. Et vraiment, ça va décourager ceux qui pourraient être habités par cette volonté de passer à travers les mailles du filet. Mais nous croyons que le filet qui est déployé, avec les sanctions qui sont prévues dans le livre 3 sur les contentieux et puis les pénalités, nous croyons que le filet qui est déployé, c'est un filet qui ne laissera pas passer ceux-là qui voudraient, encore une fois, vouloir contourner la loi. Donc, c'est prévu, c'est des sanctions qui sont prévues. À charge maintenant pour nous de les faire vivre, de faire vivre les dispositions, d'appliquer tous ensemble cela. Parce que, encore une fois, une chose est la lettre, une autre est la capacité à appliquer la lettre. Et ça, c'est un travail qui est collectif. L'implication des nouvelles technologies dans le processus électoral. Vous savez, à terme, pour nous, c'est d'aller vers quelque chose qui soit un vote électronique. Vraiment, l'objectif, c'est d'aller vers cela. Mais il y a des préalables. Le vote électronique, ça veut dire de l'investissement dans les infrastructures, dans la sécurisation, avec tout ce qu'il y a comme hacker. Également, un travail sur les mentalités. Il faut pouvoir expliquer chez moi, à l'Astroville, à nos parents que, bon, désormais, vous n'avez plus à insérer le bulletin de vote dans l'urne. Contentez-vous d'appuyer un bouton et rassurez-vous, c'est bien votre choix. Donc, ça prend quand même du temps. Ça prend de la communication. Et cette communication, c'est aussi vous, c'est aussi l'administration. Mais la Constitution, tout autant que le Code électoral, ont réaffirmé que l'État favorise les nouvelles technologies, l'introduction des nouvelles technologies. Donc, à terme, nous nous orientons vers cela. Autant que faire se peut, nous allons mettre à contribution les nouvelles technologies pour faire en sorte que dans notre gestion du processus, dans notre gestion du scrutin, dans notre gestion de la centralisation des résultats, nous puissions tirer profit de la simplicité que cela introduit. En parlant de vote électronique, nous avons reçu des partenaires qui sont venus nous proposer des solutions. Une des options que nous avons discutées avec certains partenaires et même avec certains parlementaires, c'est de se dire pourquoi ne pas commencer par introduire le vote électronique au Parlement. Par exemple, pour le vote des lois, les parlementaires, les députés ou sénateurs pourraient s'exercer à utiliser le vote électronique pour voter une loi. Comme cela, les populations verraient que c'est un système qui marche et ces mêmes parlementaires, lorsqu'ils vont en intercession, ils pourraient témoigner aux populations de ce que c'est un dispositif qui fonctionne. Donc nous allons petitement, mais sûrement. GMT, difficulté d'avoir des noms
Vers qui s'orienter? Écoutez, j'aime pas le faire, mais je veux le faire. J'ai à mes côtés le directeur général des élections et liberté publique. Il va communiquer son identité. Son identité, le contact téléphonique et le contact de tous les services vers lesquels il faut s'orienter seront portés sur notre site, portés sur vos médias. Et puis, écoutez, inondez-le l'appel, inondez-le de correspondance, et puis nous allons prendre en charge ces questions. Mais vraiment, encore une fois, nous avons retenu tout ce qui a été porté à notre attention comme plainte, mais nous ne pouvons pas, là, arrêter le processus. Il nous faut d'abord aller au thème de la révision. Et là, nous allons publier la liste électorale provisoire 2025. C'est à ce moment que les compatriotes vont voir si leurs plaintes ont été traitées ou pas. Et il sera prévu un temps pour les réclamations, à l'effet de dire que, bon, je vous ai saisi, mais je ne vois toujours pas mon nom. C'est à ce moment qu'il y aura une ultime réclamation. Et là, encore une fois, Gabon Media Time, soyez en contact avec nous. Si vous avez à nouveau des compatriotes qui se plaignent, saisissez-nous et nous traiterons ces questions de manière spécifique. Pour les Gabonais étrangers, comment candidater? Ben, écoutez, ils vont candidater comme tous les autres. Pour l'élection du président de la République, ils doivent remplir les conditions. Ils doivent pouvoir soumettre leur dossier de candidature à la Commission nationale d'organisation et de contrôle des élections et du référendum. Donc, ils constituent leur dossier. Il leur est possible, en respectant les conditions qui sont fixées par la loi, de candidater. Et ça permet également d'évoquer la question de Gabon première sur les postes de la diaspora. Oui, 2 sièges. Nous envisageons un pour la zone Afrique et un autre pour le reste du monde. Parce que c'est en Afrique que nous avons le plus de compatriotes. Donc nous faisons cette répartition pour permettre à ces compatriotes d'avoir au niveau de l'Afrique un député qui sera en charge de la zone Afrique. Il pourra être un compatriote qui est basé au Sénégal ou basé en Côte d'Ivoire ou en Éthiopie ou en Afrique du Sud. Il va disposer des moyens qui seront mis pour sa mobilité. Lorsque les sessions parlementaires se tiendront, il sera à Libreville, il va faire le travail parlementaire, il sera pris en charge et puis après il repartira. C'est prévu. Nous avons pris le temps, lorsque nous avons été auditionnés par les 2 chambres du Parlement, d'expliquer ce mécanisme et les parlementaires ont adhéré. Ils ont adhéré, ils ont soutenu cette idée, et c'est d'autant plus que c'est une promesse. C'est une promesse aussi faite à la diaspora, aux Gabonais de l'étranger. Nous avons toujours ce petit débat avec les Gabonais de l'étranger. Nous reprochons aux Gabonais de l'étranger de ne pas contribuer de manière précise, significative, pragmatique à la marche de notre pays. Nous reprochons aux Gabonais de l'étranger d'être l'une des rares communautés africaines à recevoir toujours les Western Union des parents. Mais les Gabonais de l'étranger disent, ben, écoutez, vous de votre côté, l'État ne nous accompagne pas. L'État ne nous associe pas à la marche du pays. Et ce dialogue, ce discours a été tenu lors du dialogue national inclusif. Il y a des compatriotes qui ont de la diaspora qui sont venus et qui ont apporté des contributions, qui ont dit, écoutez, il faut que nous changeons les choses. Commençons par assurer notre présence dans les institutions. Et l'une de ces institutions, c'est le Parlement, c'est l'Assemblée nationale. Et donc, cette disposition permet de commencer à régler cette question.